Bonjour à tous. 17 pays africains ont recouvré leur autonomie en 1960. Un bal des indépendances célébré dans la fièvre de l'enthousiasme, caractérisé par l'espoir de meilleurs horizons qui s'offraient au continent noir. Mais 60 années plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts, l'enthousiasme s'est effrité, les réalités géopolitiques se sont imposées et la facture de la souveraineté s'est révélée plutôt lourde à porter. Peut-être un peu trop lourd pour ces 17 pays, devenus alors indépendants, mais qui visiblement peinent à amorcer un véritable processus de développement économique. Pauvreté ambiante, chômage galopant, économie en lambeaux, dépendance à l'aide étrangère, bref, le bilan n'est pas reluisant. Mais à qui la faute? À l'ancien colonisateur, aux dirigeants africains ou au peuple qui n'a pas perçu très tôt les enjeux de ces indépendances? Quelles ont été les réussites durant ces 60 années d'indépendance? Quels doivent être les choix économiques pour l'avenir? Mesdames, Messieurs, vous êtes dans Espace Éco, 3 quarts d'heure de discussion autour des questions économiques. Le plateau juste après ceci. « 60 ans après les indépendances de 17 pays africains, les économies toujours en coupe réglée, c'est le thème de ce numéro d'Espace Éco. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Geoffroy Noudabé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes spécialiste de l'histoire économique et sociale. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Également sur ce plateau, Rétis Dagba, bonjour. Bonjour. Économiste principal à la BCAO, ancien secrétaire technique de la Commission nationale chargée du suivi de l'application du programme d'ajustement structurel de 1990 à 1998 au Bénin. Vous êtes également consultant en gestion de l'économie publique auprès des services de la Banque mondiale. Bienvenue. Merci. Nous aurons également du place depuis Niamey au Niger, Tassiou Almadir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste statisticien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, le 24 août 1958, dans un discours prononcé à Brazzaville et qui posait les bases de l'accession à l'indépendance pour les territoires français d'Afrique, le général de Gaulle disait ceci, je cite, « L'indépendance, quiconque la voudra pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. » Fin de citation. Alors, sur le plan économique, Monsieur Rétis Dagba, pourrait-on dire que les pays africains ont véritablement pris ces indépendances? Si, c'est-à-dire, bon, les pays africains ont accédé à la souveraineté internationale et naturellement, la plupart ont gardé le contact avec l'ancien colonisateur, si on peut parler ainsi, et par exemple, dans le domaine financier, dans le domaine monétaire. Et naturellement, il y a une génération de gens qui ont accédé à la gestion des affaires politiques. Et on fait des choix qui, ont donné les résultats que nous avons aujourd'hui. Ces résultats restent mitigés, puisque au niveau économique, nous ne pouvons pas dire que nous sommes indépendants. De toute façon, l'indépendance économique est toujours discutable. Tous les pays du monde sont interdépendants sur le plan économique. Mais est-ce que les pays africains, les 17 pays dont nous parlons, ont jeté les bases d'un développement authentique en vue d'amorcer une croissance saine et durable? C'est discutable. C'est discutable. Alors, Geoffroy Noudabé, je me tourne vers vous. La même question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand vous voyez le parcours 60 années, que les pays africains, sur le plan économique, ont véritablement pris ces indépendances? Merci, monsieur le journaliste. Face à cette question, je peux dire que les pays qui ont accédé à la souveraineté internationale à partir de 1960 ne sont pas entièrement indépendants sur le plan économique. Parce que de 1960 jusqu'aux années 1970, on a compris que malgré l'accession
malgré la décolonisation, ces différents pays-là, les différents secteurs vitaux de ces différents pays sont encore contrôlés par la France. Donc, par conséquent, on ne peut pas dire que l'indépendance acquise par ces différents pays-là sont donc sur le plan économique là, une indépendance totale. Alors, Tassiou Almadir, vous êtes en duplex depuis Niamey. Alors, dites-nous, est-ce que vous, de votre point de vue, économiquement, ces pays africains sont véritablement indépendants? Merci de cette opportunité que vous m'avez donnée pour me prononcer sur l'indépendance des pays africains depuis 1960, en l'occurrence les 17 pays que vous avez cités. Et vous avez dit effectivement, lors de l'indépendance, les espoirs étaient immenses. Mais vous n'avez pas dit que les défis étaient aussi énormes. Le néocolonialisme, la guerre froide, la globalisation, la forte croissance démographique, les rébellions armées, le terrorisme, etc., qui ont caractérisé en fait ces pays. Il faut dire que la tâche était immense. Ce qui fait que, en plus de cela, vous le savez également, les pays étaient limités par rapport aux aspects, enfin, au contenu technique, tel que la technologie, etc. Et ce qui fait que certains secteurs étaient, si vous voulez, contrôlés par les pays occidentaux. En l'occurrence, deux secteurs qui étaient quand même assez importants, c'est-à-dire le secteur agricole et le secteur minier. Ces secteurs-là ont été, sont encore contrôlés par ces pays à travers donc les multinationales. Donc, ce qui veut dire que on a l'indépendance, mais il y a eu beaucoup de choses qu'il faut améliorer. C'est-à-dire que l'indépendance a été acquise de manière nominale, mais il faudra maintenant qu'il y ait une autre indépendance qui doit être acquise. Alors, cette indépendance, c'est... Oui, une autre indépendance qui doit être acquise. Alors, est-ce qu'en 60 ans, ces pays africains ont quand même avancé? Quel état des lieux vous faites? Quel bilan vous faites de ces 60 ans d'indépendance? Bien évidemment, il est bien évident que il y a eu des aspects positifs. Moi, j'allais appeler cela des aspects positifs, mais également des aspects négatifs. Au titre des aspects positifs, on peut dire que même si on estime que les plans de développement qui ont été adoptés par les pays africains n'ont pas été entièrement positifs, ils ont quand même renseigné aux dirigeants africains des leçons enrichissantes permettant de mieux comprendre la complexité, la nature même des structures du développement, mais également impulser des efforts de réorganisation, de nationalisation et de rigueur dans la gestion de l'économie. Et vous avez également, au cours de cette période, on a senti le besoin d'élargir la notion de développement à des objectifs autres que la simple croissance économique, en étendant cela au niveau des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé et l'éducation. Mais vous avez également les nécessités d'abandonner cette stratégie au début tendant à favoriser les investissements dans les industries d'exportation et les importations de substitution, mais en adoptant une politique privilégiant des investissements dans le secteur agricole, l'éducation, la santé, la population, etc. Ce sont des aspects positifs qu'il faut quand même souligner. Il y a également ces programmes, le processus d'une planification des investissements projet par projet qui a été abandonné en faveur d'une planification familiale. Alors, vous venez d'énumérer des aspects positifs. On reviendra à vous dans quelques instants. Il y a forcément eu des aspects négatifs qu'on abordera également. Je reviens sur ce plateau avec vous, Rétis Dagba. Quel état des lieux vous faites
de ces 60 années d'indépendance. Monsieur Tassio Almadir depuis Niamey vient de citer des aspects positifs. Quel bilan vous faites? Vous savez, nous, si on examine les 60 dernières années, il y a d'abord la période où les dirigeants politiques ont été obligés de se battre pour la stabilité politique. C'est-à-dire la période où il y avait des coups d'État périodiques qui n'ont pas permis de mettre en place une planification économique et en vue d'un développement réel. Ensuite, il y a la période, disons, de 70 à 85, 90, où les pays ont essayé une planification économique, tant bien que mal, et qui sont révélés difficiles à gérer. Et bon, les pays ont été confrontés à des problèmes budgétaires énormes, d'où la période des programmes d'ajustement structurel que les pays ont négocié avec la gestion de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Au début des années 90. Pour garder le souffle, la tête hors de l'eau. La tête hors de l'eau. Et disons, depuis 2000, bon, les pays ont commencé par mieux gérer un certain nombre de projets pour asseoir un développement autonome. Bon, nous sommes en train de voir dans ces dernières années que bon, les pays, enfin, le pays le plus proche de nous, que c'est le Bénin où nous vivons, allait sortir un peu la tête de l'eau quand bon, nous sommes confrontés maintenant au coronavirus, qui est un problème sérieux et qui annule toute possibilité de mettre en place une gestion économique solide. Il y a un coût à payer et nous allons gérer ça avant de voir quels sont les problèmes d'endettement que nous allons mettre en place pour asseoir une indépendance économique et financière. Il faudrait que nous lions les deux, économie et financière, pour que, bon, à l'horizon de 2050, les pays francophones d'Afrique là, puissent être des pays émergents. Alors, monsieur Geoffroy Noudagbé, on voit bien, au regard de ce que vient de dire monsieur Rétis Dabga, que le parcours a été jalonné d'embûches. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est vrai, ça. Le parcours donc, a été jalonné d'embûches de 1960 jusqu'à 1974 pour ce qui concerne le cas de l'armée, par exemple. Donc, mais ce que nous allons souligner est que après la colonisation, les différents dirigeants n'ont pas eu les moyens de conduire les réformes. C'est vrai que... Est-ce que vous voulez dire qu'ils n'étaient pas préparés à cette indépendance? Oui, beaucoup plus sur le plan politique, mais sur le plan économique, pas forcément. Sur le plan politique, ils étaient préparés, puisque c'est des dirigeants, c'est des intellectuels qui ont animé la vie politique et donc qui, à travers des mouvements, ont permis donc à notre pays d'accéder à l'indépendance. Mais les différentes réformes, d'accord, pour permettre le développement donc, de ces différents pays-là, nécessitent des moyens financiers. Donc, du coup, ces dirigeants n'avaient pas ces moyens-là pour pouvoir conduire les réformes. Et il y a le phénomène donc, de l'instabilité politique là, qui a perturbé forcément donc, les progrès donc, sur le plan économique. Et au lendemain des perturbations, des perturbations sur le plan politique, il y a eu des perturbations sur le plan économique, forcément, avec la chute du mur de Berlin. On y reviendra certainement. Mais monsieur Tassio Almadir, vous avez écouté nos invités en plateau. Qu'est-ce que vous avez à apporter de plus?
Je n'ai pas bien compris. Vous avez suivi nos invités en plateau. Ils ont parlé du parcours des 60 années qui ont été jalonnées d'embûches, des instabilités politiques, des instabilités économiques. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, j'étais en train de retracer les aspects positifs. On en viendra aux aspects négatifs. Mais j'insiste que les embûches, tout le monde l'a évoqué ici. Mais ce que je dois dire, que malgré les difficultés qu'il y a, malgré tout le contrôle de nos matières premières qu'il y a, il faut dire quand même que l'Afrique, c'est un taux de croissance de 5%, une performance qui est supérieure à celle mondiale et à celle de tous les pays occidentaux. Ça, c'est un point important. Quand vous prenez en matière d'organisation, même si ça ne marche pas, en Afrique, c'est 8 communautés économiques régionales qui ont été créées pour pouvoir propulser, stimuler la croissance, le développement. Vous avez en matière, j'allais dire, de règlement des affaires, de la facilité des affaires. Mais les Africains ont progressé beaucoup à ce niveau. Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'environnement réglementaire des affaires. Ça, ce sont des points qui sont positifs. Et la mise en œuvre, par exemple, des programmes, même si ça n'a pas fourni des programmes économiques et financiers, j'allais dire. On a passé des programmes d'ajustement structurel, comme le précédent l'avait dit, au programme économique et financier. Mais ça a permis quand même une certaine maîtrise des finances publiques, qu'il n'y avait pas au début, parce que, en fait, auparavant, on faisait les défenses un peu, si vous voulez, sans contrôle. Oui, mais justement, il y a eu toutes ces réussites, mais toujours est-il que le taux de pauvreté est ce qu'il est sur le continent africain. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Vous savez, malgré donc les 60 ans d'indépendance, les pays restent intégrés au système économique qui les pousse à produire des matières premières, puis à les exporter sans les transformer. Ça, c'est extrêmement important. En revanche, ces États importent du reste du monde, c'est-à-dire de l'extérieur, des produits transformés, en plus des biens d'équipement, toutes choses qui contribuent à la dégradation même de leur balance des transactions courantes. Au niveau du commerce interafricain, c'est extrêmement faible. Il n'y a pas de commerce entre les États africains. C'est un commerce entre les pays africains et les pays non africains. C'est ça qui a été développé. Malgré la constitution, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 8 communautés économiques régionales, et après plusieurs années d'indépendance, en tant qu'instrument mondial de politique de développement en Afrique, ces années d'expérience ont suffisamment montré l'inefficacité même du système à engendrer nécessairement le développement économique et social. Ça, c'est extrêmement important. Les plans d'ajustement qui ont été conçus dans les années 90, comme vous avez dit, et imposés, j'allais dire, par le Fonds monétaire et la Banque mondiale, on a constaté qu'elles ont été catastrophiques. Pour certains économistes, en fait, en réalité, nos États sont confrontés pas à un problème de capital, mais plutôt à la recherche des voies les plus appropriées en vue de réaliser effectivement des projets pour lesquels les ressources sont disponibles. Tassiou Almadié, je ne vous coupe pas la parole. Je reviens un peu sur ce plateau pour donner la parole à Rétis Dagba. Quels sont, selon vous, les plus gros échecs économiques des pays africains depuis 60 ans d'indépendance? Le premier problème, le plus important, c'est le problème budgétaire, la gestion budgétaire. Vous savez, pratiquement de 60 à 74, la plupart des pays, et jusqu'à présent, pour certains pays, les budgets ne sont pas équilibrés. Même si les budgets sont votés en équilibre au niveau du Parlement, les recettes ne couvrent pas les dépenses. Si les recettes ne couvrent pas les dépenses, vous avez un gap et vous devez chercher le gap quelque part. Quand vous cherchez le gap forcément à l'extérieur, vis-à-vis des pays qui sont plus lentis. Et ces pays posent leurs conditions pour apporter un concours. Soit par l'aide bilatérale, soit l'aide multilatérale,
et c'est le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'Union européenne, et qui pose les conditions qui sont les leurs. Bon. Et face à cela, et donc ça c'est le premier problème. Ce problème budgétaire est en cours de résolution dans la plupart des pays. Il y a le problème financier, les relations monétaires entre les pays et les pays francophones et la France et, disons, l'Union européenne par le biais de l'euro. Ensuite, nous avons la gestion propre des cadres qui sont au pouvoir. Les faiblesses dans la rigueur de la gestion, la malgouvernance, le malendettement et le manque de rigueur dans le processus financier de décaissement des ressources publiques. Alors, beaucoup pointent du doigt la présence permanente de l'ancien colonisateur. Est-ce que cela n'a pas pesé un peu dans l'échec dans les échecs de ces pays africains? Disons que l'ancien colonisateur n'est pas au niveau du budget. Si vous faites un budget équilibré, c'est-à-dire où vos recettes internes couvrent vos dépenses, vous avez une autonomie. Naturellement, si vous faites un budget en déséquilibre et vous avez besoin du concours extérieur, que ce soit des concours bilatéraux ou multilatéraux, vous aurez en face de vous les pays dominants pour les pays francophones, la France. Et si vous n'avez pas la France directement, vous allez à la France au conseil d'administration de la Banque mondiale, du Fonds monétaire. Et les mêmes conditions se posent. Bon. Maintenant, au niveau des liens économiques et financiers entre nos pays et les pays développés, il y a certains liens qui ne sont, parce qu'il y a les champs inégaux qui ne sont pas favorables. Il y a maintenant la recherche d'autonomie. Qu'est-ce que nous produisons nous-mêmes? Est-ce que nous produisons pour nous-mêmes ou nous produisons pour l'extérieur? Et le grand problème, c'est ça. C'est comme l'a dit le collègue du Niger tout à l'heure. Il disait que nous produisons et nous ne transformons pas, et nous ne transformons pas, et nous les exportons vers l'extérieur. Et que l'échange entre les pays africains existe très faiblement. Donc ça c'est des problèmes qui freinent le développement de nos pays. Alors, Monsieur Geoffroy Noudabé, il y a forcément eu des contre-performances. Les pays africains, beaucoup sont d'accord pour dire qu'ils n'ont pas évolué au point où on les attendait. Alors, selon vous, quels ont été les poids qui ont retardé ce développement? Merci, monsieur le journaliste. Pour qu'il y ait un véritable développement, il faut une articulation entre les différents secteurs d'activité économique. Il faut qu'il y ait au niveau donc des activités du secteur primaire, il faut qu'il y ait donc la production et que la production soit transformée, nous sommes d'accord, et que ce qui est transformé soit suffisamment important pour couvrir le besoin national avant que le super ne soit donc vendu et exporté. Donc, or, ce n'est pas le cas dans ces différents pays. C'est des pays qui exportent pour la plupart les produits bruts. Et c'est également au niveau de la production, nous avons une production extravertie. Pour la plupart du cas, c'est des produits de rente qui sont donc pendant plusieurs années. Il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est par rapport donc à l'industrialisation. Et vous savez, c'est plus un secret de polichinelle que le secteur industriel dans la plupart des pays africains après la décolonisation, le secteur industriel est embryonnaire. Donc, or, le véritable problème, c'est le problème de l'indépendance énergétique.
problème de l'indépendance énergétique. Pendant plusieurs années, ces différents pays n'ont pas une autonomie en matière de production. C'est quand même un paradoxe quand on sait que le continent africain a un sous-sol bien garni, bien fourni, et que c'est le continent, si je peux me permettre le terme, le plus gâté en sous-sol et qui a des problèmes d'énergie, de production d'énergie électrique, quand même, monsieur Geoffroy. On prend par exemple le cas du Dahomey, d'accord, dans les années 1960. Devenu Bénin. Le 30 novembre 1975. Donc, quand on prend le cas de notre pays, qui avait besoin de l'autonomie énergétique dans les années 60 et qui a pensé ensemble avec le Togo à la construction donc, du barrage hydroélectrique de Nagbeto. Mais puisqu'il n'avait pas les moyens financiers pour le faire, la BID a détourné le projet, leur a imposé, ou bien leur a proposé, pour être modeste, leur a proposé l'achat de l'énergie électrique depuis le Valley River Authority, depuis la Kosombo. Donc, vous voyez, or derrière cette proposition, c'est que pour la réalisation donc, du barrage hydroélectrique d'Akosombo, le Ghana a emprunté de l'argent auprès donc, de cette institution internationale et c'est pour vite rentrer en possession donc de cette de ce crédit-là que l'institution a proposé que le Togo et le Dahomey s'approvisionnent, importent le courant électrique d'Akosombo et jusqu'à Frao pour que ça soit donc dispatché par le biais donc de la CEB. Donc, et puis, quelle était la puissance? C'était 100 mégawatts. 50 mégawatts pour le Togo, 50 mégawatts pour le Dahomey. Ce qui est largement insuffisant. Par rapport à la demande, par rapport aux besoins nationaux. Donc voilà. Donc cette situation-là a permis à creuser davantage les difficultés. Alors, Monsieur Tassiou, vous nous écoutez depuis Niamey. Alors, le grand problème, le plus gros échec que vous trois invités à ce plateau, vous avez souligné, c'est l'absence de l'industrialisation. Or, pour aller à l'industrialisation, Geoffroy Noudagbe l'a souligné, il nous faut de l'énergie électrique. Comment peut-on expliquer qu'un continent comme l'Afrique, le plus ensoleillé, avec un sous-sol assez garni, n'arrive pas à relever le défi de l'énergie, de la transformation de ces produits? Alors, ma réponse est la suivante. J'ai suivi le président ghanéen qui disait qu'aujourd'hui, l'Afrique dispose de 30% des ressources naturelles. Les ressources humaines les plus valides sont en Afrique. Et malgré un taux de croissance de 5%, l'Afrique subsaharienne est la seule région au monde où la population est extrêmement pauvre, avec moins de $2 par jour. Et selon la Banque mondiale, et c'est la population qui a doublé en 50 ans. C'est le premier point. Et lorsqu'on regarde ces fondamentaux, les investissements, l'industrialisation, les échanges intra-africains des biens et services, les résultats sont relativement faibles, insuffisants. Mais il y a un aspect qui est important. C'est pour ça que moi, lorsque je réfléchis à haute voix, je pense que dans les 10 prochaines années, l'industrialisation ne peut pas être possible parce que nous ne maîtrisons pas la technique. On a parlé du soleil, on a parlé de l'utilisation de l'uranium. Tout cela qui permet d'avoir de l'énergie, effectivement, pour l'industrialisation. Mais après 60 ans,
chaque fois on évoque le problème de technologie. Et je ne suis pas certain que dans les 10 ans à venir, que le problème de l'industrialisation va être réglé. C'est pour ça que je maintiens toujours en disant que l'avenir de l'Afrique, c'est deux choses importantes, on pourrait revenir pour les développer. C'est l'agriculture, il faudrait développer l'agriculture et les infrastructures, et il faudrait qu'il y ait l'union. Il faudrait que l'union là soit une réalité au niveau de l'Afrique. Voilà les deux points fondamentaux qui sont, j'allais dire, le soubassement des développements. Tant que nous n'arrivons pas à développer ces aspects-là, eh bien, nous allons, et je fais référence à un certain nombre d'économistes qui ont retracé 3 hypothèses pour l'avenir de l'Afrique. 3 hypothèses où on reste dans le cas comme on est, où on continue à être exploité avec donc les ressources que les multinationales exploitent. Et donc, il y aura une croissance extravertie dans tous les cas, mais qui ne profite pas à la population africaine, où les dirigeants africains prennent leur destin en main, comme disait Jinping lors d'une réunion donc, en Afrique du Sud, où il disait que ce siècle-là doit être le siècle de l'Afrique. Parce que nous disposons de beaucoup d'atouts. Il reste seulement à mettre les moyens, à utiliser toutes les compétences qui sont en Afrique pour pouvoir aller de l'avant. Alors, vous l'avez dit, il faut juste des moyens pour aller de l'avant, mais vous restez pessimiste. Vous l'avez suivi sur ce plateau. Et M. Tassiou Al-Madr pense que même en 10 ans, vu l'élan que prennent ces pays africains, l'industrialisation tant convoitée, tant attendue, ne sera pas possible. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste, Reti Stagba? Ah oui, moi c'est pas que je suis pessimiste, mais nous n'opérons pas les choix qu'il faut. Il se pose un problème de choix économiques. De nos dirigeants. De choix économiques, de nos dirigeants politiques. Nous avons parlé tout à l'heure de l'énergie. Ce qui est plus facile pour nous, c'est l'énergie solaire. Nous disposons du soleil toute l'année, pratiquement. Mais très peu de pays ont fait le choix du développement de l'énergie solaire. Nous sommes toujours partis vers les centrales thermiques. Nous disposons de grands fleuves. Et nous avons mis du temps. On a mis beaucoup de temps. Donc, nous avons le développement des fleuves. Mais effectivement, pour maîtriser le transport de nos produits, il nous faudrait maîtriser l'énergie. Une fois que nous maîtrisons l'énergie et que nous commençons à transformer petit à petit, nous devons asseoir les infrastructures routières qu'il nous faudrait. Bon, le Népal avait parlé des infrastructures entre Dakar, Afrique du Sud, et qu'on appelle Khartoum vers Cotonou. Mais jusqu'à présent, beaucoup de choses vont bouger. Ces derniers temps, nous voyons au niveau du Bénin qu'il y a un effort de mise en place d'infrastructures routières. Mais il faudrait des infrastructures routières au niveau de l'Afrique. Mais la question que je veux poser, que valent les infrastructures sans une transformation de nos produits? Nous aurons des infrastructures, mais nous allons continuer par produire, mais nous n'allons pas transporter. Est-ce que nous allons véritablement bénéficier de ces infrastructures? Il y a un aspect aussi que je voudrais donc souligner, c'était l'aspect donc du réseau routier, des infrastructures routières dans ces différents pays-là, qui au début était un héritage colonial et qui était tracé selon les besoins du colonisateur en matière des besoins en matière première du colonisateur. Donc, vous voyez, la trans est nord ou bien ouest ou bien chose là de Cotonou vers le nord, tout ça a été créé avec le chemin de fer qui est juste à côté, qui est sur les mêmes directions que ces différentes infrastructures. C'était donc pour
traverser les différentes régions agricoles installées par le colon et tout concourt vers le WAF ou bien le port actuellement et qui permet donc aux colons donc d'exporter les produits pour le développement donc, de leur pays. Jusqu'à présent, le réseau est obsolète, mais demeure, ont toujours les mêmes orientations. Donc il faut d'abord changer ça. Il faut changer. Il faut tracer, il faut avoir des infrastructures routières qui répondent aux politiques de développement de chaque pays. Au modèle économique. Au modèle économique de chaque pays. Donc ça fait un. L'autre, c'est par rapport à la question que vous avez posée. La question c'était par rapport aux infrastructures. Est-ce que valent les infrastructures si les pays ne se décident pas à transformer leurs produits de rente? D'abord, si on parle de peser les infrastructures, c'est pour la transformation. Les infrastructures, c'est pour le transport de ces produits. Oui, de ces produits. On a beau construire des infrastructures pour transporter nos produits. Si on continue de les transporter bruts, est-ce que nous allons tirer parti de ces infrastructures que nous sommes en train de mettre en place à coût de milliards, à coût de dettes? Non. La réponse est non. Parce que si il faut toujours vendre les produits sans les transformer, d'abord, ça n'aura pas de gain pour nos nations respectives. Vous voyez, non? Parce que lorsque le produit n'est pas transformé, ça n'a pas de plus-value. Donc, si il faut toujours donc, injecter donc, des centaines de milliards donc, dans la réalisation des infrastructures routières et ne pas penser à la transformation des produits avant leur exploitation, on ne peut pas espérer le développement. Alors, Tassiou Almadir, on a désormais moins de 10 minutes dans cette émission. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir pour les pays africains? Quelles sont selon vous les perspectives qui s'offrent désormais à ces pays qui étaient jadis indépendants il y a 60 ans? Quelles perspectives d'avenir pour ces pays pour sortir des sentiers battus? Merci. Pour moi, la seule alternative valable pour l'Afrique, c'est l'union. L'intégration africaine, là, est une nécessité, un impératif pour l'Afrique. Et c'est cette nécessité d'exprimer une politique qui identifie l'Afrique dans ses aspirations les plus profondes et qui lui permettent de prendre l'initiative de l'action dans des domaines qui n'échappent pas à son contrôle. C'est cette intégration-là. Mais j'ai dit, l'intégration, nous sommes conscients qu'il y a eu des initiatives en matière d'intégration qui n'ont pas marché. Cela ne constitue pas un frein pour que l'intégration puisse prendre pied. Et les obstacles, dont certains sont temporaires, je pense que l'intégration africaine se fera si l'Afrique veut vivre avec son temps. Et je terminerai en disant que la réponse, l'intégration, c'est la réponse aux défis du passé, du présent et du futur. Et cette intégration-là doit s'inspirer de nos valeurs africaines. Et bien entendu, je précise que l'intégration régionale ne va pas à elle seule susciter automatiquement le développement, la modernisation et l'indépendance. En d'autres termes, l'intégration, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante du développement économique et social. Il faudrait produire en amont pour que cette intégration-là puisse se raffermir. Et je pense que les initiatives quand même que nous voyons aujourd'hui sont encourageantes, même si elles rencontrent quand même des difficultés. Je parle par exemple de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Je parle également de ce projet de création de monnaie unique au sein de la CEDEAO ECO. Je pense que ce sont des initiatives qui tentent à me conforter dans ma conviction que c'est l'union qui pourrait
entraîner le développement de l'Afrique. Alors, M. Tassiou, on vous laisse un instant, on revient sur ce plateau. Rétis Dagba, quelles sont les perspectives qui s'offrent aux pays africains qui ont aujourd'hui 60 ans d'indépendance pour aller vers un développement les années à venir? Il faut que les pays s'organisent pour produire ensemble. Ils organisent la production. C'est-à-dire il ne faut pas que les pays ils produisent ce dont ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin. Par exemple, tout le monde cherche à produire le coton pour exporter. Non. Qu'est-ce que le Nigeria a besoin pour ses industries? Qu'est-ce que le Bénin a besoin pour les petites industries que le Bénin a et que le Bénin peut faire développer? Qu'est-ce que les autres pays ont besoin? Il faut qu'au niveau de l'Union et de l'UMOA, au niveau de la CEDEAO, les pays se concertent, et au niveau de la BEAC, les pays se concertent pour produire. Donc, il faut un marché de production. Il faut un développement intra-zone. Il faudrait que les pays commercialisent entre eux. Il faut développer la commercialisation entre les pays africains. On peut avoir des unités industrielles, de grandes industries réparties dans les 17 pays francophones. Et tout le monde produit pour ces industries-là. Et nous transformons et nous commercialisons. Quand nous aurons un surplus, nous allons exporter le surplus pour pouvoir avoir des devises et importer des choses dont nous avons besoin. Donc, c'est un problème de choix économique. Choix en matière de production, choix en matière énergétique, soit en matière de transformation, choix en matière de commercialisation. Et maintenant, il faut des dirigeants. Parce que nous avons des ressources humaines, mais il faut avoir aussi des ressources humaines de qualité. Il est vrai que nous en avons de plus en plus, mais il faut accroître les ressources humaines de qualité et leur permettre d'accéder aux postes de gouvernance pour diriger les industries que nous allons mettre en place, pour diriger la production, pour diriger la commercialisation. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Geoffroy Noudagbe, nous sommes à 2 minutes de la fin de ce débat. Quelles sont les perspectives, selon vous, qui s'offrent aujourd'hui à ces pays africains indépendants il y a 60 ans? La perspective, c'est que il faut que les dirigeants de nos différents États fassent confiance au cadre africain. Et qu'ils fassent de la lutte contre la corruption comme leur cheville ouvrière. L'autre chose aussi, c'est que il faut également que l'on cesse de laisser les différents projets, sont d'accord, influencés par l'ancien colonisateur. Alors, merci à vous d'être passé sur ce plateau d'Espace Éco. Geoffroy Noudagbe, spécialiste de l'histoire économique et sociale, Rétis Dagba, économiste principal de la BCAO, ancien secrétaire technique de la Commission nationale chargée du suivi de l'application du programme d'ajustement structurel. Un programme d'ajustement structurel dont on n'a pas parlé, c'était le point charnière de ces 60 ans. Quand même, dites-moi en quelques secondes, est-ce que ça n'a pas été le plus gros échec de ces 60 années? Mais non, c'est-à-dire nous avons fait une mauvaise gestion budgétaire. Et nous avons, à un moment donné, des dépenses qui dépassaient nos recettes. Et du coup, soit on fait un ajustement interne, c'est-à-dire on dit, bon, les salaires, on abat les salaires de 40%. Mais est-ce que le programme d'ajustement structurel a été une réussite? Disons que un pire aller. Merci à vous. Vous êtes également consultant en gestion de l'économie publique auprès des services de la Banque mondiale. Vous êtes également écrivain. Vous avez écrit le livre Le drame du Bénin, l'Afrique a un problème d'entrée dans la modernité. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Également était en duplex depuis Niamey, Almadir Tassiou, économiste statisticien. Merci pour votre contribution à ce débat. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous, de nous rester fidèles. Vous pouvez également retrouver ce numéro sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.